Alors, bonjour, pardon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier cours que je vais vous donner sur vidéo. Donc, on va couvrir la matière, on va commencer à couvrir le cahier de notes de cours, là. Je prévois me rendre là, en différentes sections, là. Comme ce premier vidéo-là, ça va être le premier document en tant que tel. Donc, si vous regardez, là, vous êtes supposé vous être procuré ou sinon vous êtes imprimé le cahier de notes de cours. euh, Comme ça, là. C'est un document que je vous ai fait parvenir. Donc, cahier de notes de cours, ondes optiques, physique moderne. La page de formule sort tout croche, là. Je vais régler ça. Je l'ai mis séparément sur Colnet, là, ou sur Moodle. Je vais aussi la mettre sur Colnet. Donc, le cours, comme je vous avais dit, là, je ne représenterai pas tout le cours, mais le cours est divisé en quatre sections. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur commencer la première section. Donc là, je ne regarderai pas sur la caméra parce que je vous montrerai mon setup. J'ai trois moniteurs chez nous, une tablette graphique, là, donc ça se peut que je regarde un peu n'importe où, sauf vers vous, là. Bonjour. Euh, puis ça va être un test aussi, là, parce que c'est le premier cours que je donne avec vous. J'enregistre ça avec OBS, mais comme mes fenêtres sont un peu partout, puis des fois j'ai juste la misère à trouver ma souris dans quel écran elle se trouve. Donc, nous, on va commencer, comme je vous expliquais, là, le cours est divisé en différentes sections. Pour chaque section, il y a une feuille de route. Nous, on va commencer aujourd'hui avec le mouvement harmonique simple d'un système masse-ressort, bloc-ressort. Donc, moi, comment je vais fonctionner dans les cours? Vous avez le cahier de notes de cours que vous suivez. Là. Moi, je vous suggère très fortement. Là, moi, c'est comme ça que je vais fonctionner. Je ne serai pas du genre à donner des longs exposés théoriques dans le vide comme ça. Je vais plutôt vous présenter les concepts souvent à travers des applications. Donc, par exemple, justement, là, en voilà un bel exemple. euh, je vous donne au lieu de définir ce qu'est l'amplitude, ce qu'est la période, ce qu'est la fréquence de façon théorique, ben, je vais le faire à travers des exemples plus concrets. Là, ok? L'autre chose, je vais préciser aussi, vous remarquerez mon background ou pas, là, c'est pas important, là, mais je suis dans mon sous-sol et c'est littéralement le bordel en arrière de moi, donc c'est pour ça que je mets un faux background, là, parce que c'est ma maison, puis à un moment donné, c'est chez nous, hein, fait que c'est ça. Donc comme ça va être comme ça pendant toutes les sessions vidéo, vous allez avoir des fois ma face, des fois pas ma face, des fois des PowerPoint, des fois des whiteboards, des fois une présentation PowerPoint, des vidéos YouTube. Ça va être un work in progress, comme on dit en bon français. Puis de temps en temps aussi, évidemment, je vais prendre du café parce que faut survivre à travers la session qui débute. Donc ça fait déjà quoi? 3 minutes que je parle. My God, ça va bien. Euh, donc aujourd'hui, on va commencer avec quelque chose d'assez fondamental qui est toute la description du mouvement harmonique simple. Euh, Puis on va commencer avec un minimum de théorie avant. Donc vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc, aujourd'hui, on va couvrir en partie le chapitre 1, un système masse-ressort. Donc, vous remarquerez, au début, c'est toujours important de définir les mots. Donc, on parle d'une oscillation en général. Donc, le cours, c'est onde, oscillation, physique moderne. Onde optique, physique moderne, pardon. Mais dans les ondes, il faut commencer avec l'étude des oscillations. Qu'est-ce qu'une oscillation? Une oscillation, ben, on le dit ici, là, c'est une fluctuation périodique de la valeur d'une grandeur physique au-dessus et au-dessous d'une certaine valeur d'équilibre. Ici, je vais attirer votre attention sur trois termes plus importants. Premièrement, une fluctuation périodique. Okay? Donc, c'est pas une fluctuation qui se produit de façon aléatoire ou de façon pas régulière. Là. On a une période bien déterminée à l'oscillation. Okay? Ça prend toujours le même temps pour que l'oscillation se produise. Qu'est-ce qui peut osciller? Ben, n'importe quelle grandeur physique. Ça peut être la position, ça peut être la vitesse, ça peut être l'accélération, ça peut être l'énergie, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent osciller. La position mesurée par rapport à une position d'équilibre aussi. C'est ça qui est l'autre concept important ici. C'est que toutes nos fluctuations sont mesurées autour d'une valeur d'équilibre. Okay? Donc, par exemple, ici, mon pendule qui est immobile, qui est en mouvement, autour de sa position d'équilibre qui est au milieu, donc il va monter puis descendre par rapport au pendule.
Le pendule simple, ici, ça joue le rôle un peu d'un pendule, là, ok. Un pendule simple, donc dans le fond, une masse accrochée au bout d'une corde, mais sa position angulaire va osciller. Sa position d'équilibre, c'est où? Mais c'est quand le pendule est en plein milieu ici. Ça, c'est assez intuitif. Vous avez d'autres types de pendules de torsion, par exemple, où là, vous suspendez un disque au bout d'une corde, vous faites tourner le disque sur lui-même. Là, on le voit ici de la façon dont on le fait tordre la corde. La torsion dans la corde crée une force de rappel qu'on appelle qui ramène le pendule vers sa position d'équilibre. Vous avez des oscillateurs aussi pas mal plus dans plein de domaines. Par exemple, dans un courant alternatif où le courant change de direction, mais vous avez des électrons qui se déplacent physiquement. Donc, il y a une oscillation des électrons, donc leur position change, leur vitesse change, ainsi de suite. Donc, ça aussi, on peut représenter ça comme un type d'oscillation. OK? Nous, le type d'oscillation qu'on va étudier le plus en détail, c'est le mouvement harmonique simple. Okay? Donc, le mouvement harmonique simple, c'est une catégorie très spécifique d'oscillation. L'exemple qu'on va utiliser le plus, c'est le système masse-ressort. Okay? Pourquoi le système masse-ressort? Ben, c'est parce que c'est un système qui est universel presque, là, qui peut se retrouver à plein d'endroits assez facilement. Pardon. Puis, on va étudier ce système-là en particulier parce que, par exemple, si vous avez des atomes dans un cristal, ok, attendez-moi, si vous avez des atomes dans un cristal, ok, donc imaginez, pardon, non, je suis pas dans la bonne fenêtre, excusez, ça commence. Vous voyez mes enfants en arrière un peu en background, ok. Donc, si vous avez, par exemple, imaginez que vous avez un atome, oh, ok, ça va aller mieux que ça, des atomes comme ça, espacés dans un cristal, ben, entre les atomes, qu'est-ce qui les maintient en place? Des forces électromagnétiques, si on veut. C'est comme s'il y avait des mini-ressorts. Ok. Donc, dans un cristal, une succession d'atomes rapprochés, vous pouvez considérer ça comme un cristal, pardon, comme un paquet d'oscillateurs harmoniques simples. Ok. Puis les équations qui gouvernent le comportement des électrons dans un cristal comme ça sont les mêmes que les équations qui gouvernent le comportement des masses accrochées au bout d'un ressort. Donc, ça se comporte littéralement comme une masse accrochée au bout d'un ressort. Donc, si je prenais un des électrons puis je venais le tirer d'un bord en lui appliquant une force, ben, il voudrait revenir à sa position d'équilibre, puis il dépasserait, il reviendrait et il oscillerait comme ça indéfiniment. Okay? Donc, ça, c'est un type d'oscillateur harmonique. Puis, nous, le système qu'on va utiliser, c'est le système masse-ressort parce que c'est lui qui est le plus facile à analyser, entre autres au niveau mathématique. OK? Donc, faut que je m'habitue, excusez. OK, si on vient à ça ici, on disait, euh, dans un mouvement harmonique simple, ce qu'on va remarquer, c'est que la position va varier, pas juste la position, là, mais les différentes grandeurs physiques qu'on utilise pour décrire le mouvement oscillatoire vont toutes varier de façon sinusoïdale. OK? Donc, ça trace littéralement un sinus. Donc, ici, évidemment, je vais avoir des problèmes aussi avec les animations, faut croire. Donc, attendez une seconde. Bon, en tout cas, excusez pour ça. Euh, donc, ça trace un sinus. Une autre façon de le voir aussi, c'est qu'il y a un lien avec le mouvement circulaire uniforme. Donc, si on essayait de trouver une équation qui décrit comment la position de l'oscillateur varie autour de la position d'équilibre qu'on a indiquée par le trait vert qui est ici. OK? Imaginez que vous avez une balle ici qui tourne en rond. OK? Puis avec une certaine période, OK? Qu'on va appeler T majuscule. OK? Donc, la boule qui est ici en bon français, elle tourne, puis ça y prend T majuscule secondes pour faire un tour complet sur elle-même. OK? Donc, partons de ça, puis on va essayer de se souvenir un petit peu de nos notions de mécanique classique. OK? Donc, ce que vous avez étudié dans le cours de physique 1. OK?
Donc, prenons par exemple notre, notre boule avec notre masse ici, comme ça. Puis, essayons de regarder si on n'est pas capable de trouver une équation pour décrire le mouvement en fonction du temps. OK? Donc, nous, on va commencer par, je vais vous schématiser ça légèrement différemment. Donc, c'est-à-dire, euh, prenons un axe XY. OK? Donc, je me trace un axe des X, puis un axe des Y. Ben, contraire, là, X, Y, peu importe. Donc, comme ça. Supposons que la boule qui est ici, là, on la trouve à un instant donné, on la trouve à cette position-là ici. OK? Donc, ce qu'on cherche, en fait, c'est sa position au-dessus de l'équilibre. Donc, c'est la composante Y, c'est la projection, OK, de sa position sur l'axe des Y. OK? Donc, on cherche à trouver la grandeur ici. C'est cette grandeur-là qui va changer en fonction du temps. Appelons-la, par exemple, Y. Appelons ça ici X. OK? Donc, si on a... je vais changer ça un petit peu. OK? Donc, nous, ce qu'on a ici, on aime beaucoup les triangles rectangles en physique. Hein? Vous comprenez ça? Donc, supposons que j'ai un angle θ qui est ici, puis que moi, je cherche le côté Y ici, le côté opposé à mon hypoténuse. Appelons A, ici, l'amplitude du mouvement. OK? Donc, on va y revenir un petit peu, là. Mais on peut remarquer tout de suite que le sinus de θ est égal à Y sur A. Wow, ça lag, je ne comprends pas pourquoi. J'ai peut-être trop d'affaires ouvertes en même temps, puis mon système capote un peu. Donc, Y, si on l'isole, c'est simplement A fois sinus de θ. Pourquoi cette position Y-là change en fonction du temps? Bien parce que l'angle θ change lui aussi en fonction du temps. Okay? Donc, Y est une fonction du temps parce que okay, θ est une fonction du temps. Okay? Comment varie θ en fonction du temps? Okay? Ben, nous, on sait que notre objet tourne okay, avec une période t. Ça va y prendre t secondes pour faire le tour du cercle. Okay? Donc, si vous vous souvenez du concept de vitesse angulaire, okay, oméga, okay, c'est quoi la vitesse angulaire? Ben, c'est le déplacement angulaire par unité de temps. Okay? Nous, ici, si on prend un tour complet, notre objet va parcourir un déplacement angulaire de 2π radians, okay, 360 degrés, en une période t secondes. Okay? Donc, à un temps t donné, okay, si vous préférez. Okay. Ben, comment va augmenter l'angle en fonction du temps? Oméga va tout simplement être oméga multiplié par le temps qu'on utilise. Okay. Donc, si je reviens ici, mon y en fonction du temps va être simplement donné par une certaine amplitude fois le sinus de oméga fois t. Okay. Donc, on voit une certaine dépendance, en le fond. On voit apparaître la fonction sin ici. Okay. C'est pas la forme qu'on voit généralement, parce que si c'était écrit comme ça, okay, mais dans le fond, nos oscillateurs à la position 0 auraient toujours la même, au temps 0 auraient toujours la même position y égale à 0. Donc, si je prends ici sin de oméga fois 0, ben, ça donne sin de 0 égale 0, y égale 0 quand t égale à 0. Donc, c'est pas toujours le cas. Pourquoi d'où ça vient, comment on peut généraliser, mais en fait, c'est que j'ai un petit peu triché entre guillemets. Okay? Donc, supposons que j'appelle oméga la vitesse instantanée, okay? dθ sur dt. Okay? Donc, dθ est égal à oméga fois dt. Si je veux trouver θ en fonction de t, qu'est-ce que je fais? Je vais intégrer de chaque côté. Donc ici, je vais avoir θ est égal à l'intégrale de dθ, c'est θ. Oméga est une constante. L'intégrale de dt, c'est quoi? T. Je dois ajouter une constante d'intégration. K. Okay?
quelle constante d'intégration est-ce que je vais utiliser? En fait, je vais utiliser les conditions initiales. Quand t est égal à 0, nous, ce qu'on va utiliser comme condition initiale, c'est quand t est égal à 0, la phase est égale à phi. Okay? Donc, phi, c'est ma phase initiale. Okay? Donc, je vais pouvoir généraliser mon résultat puis retrouver l'équation qu'on voit dans les manuels, okay? Qui est y est égal à a fois sin de oméga fois t plus phi. Okay? Donc, ça, c'est l'équation du mouvement harmonique simple, comment varie la position, la vitesse, comment varie la position d'un oscillateur en fonction du temps. Donc, on remarque vraiment ici que ça va mesurer l'écart entre l'oscillateur puis la position d'équilibre. Okay? Donc, c'est pour ça ici, le concept de position d'équilibre est toujours très important. C'est le déplacement est symétrique en haut puis en bas de la position d'équilibre de notre oscillateur. Okay? OK. Donc, c'est ça. Donc, comme on vient de le dire, comme on vient de le voir, dans un oscillateur harmonique simple, la position X, donc, ou Y, appelez ça comme vous préférez, va osciller de part et d'autre de la position d'équilibre qui est située au centre du mouvement d'oscillation. Okay? Donc, on mesure X va être négatif, par exemple, ici, puis là, ici, X est positif. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, la position varie de façon sinusoïdale. On a dit que la période d'oscillation était grand T secondes, donc c'est le temps que ça prend pour faire un cycle complet. Okay? Donc, ça, c'est quand varie la position. Donc, de là, l'équation que je viens de trouver avec vous, qui dit que la position varie de façon sinusoïdale. Excusez la petite gorgée de café on the side. On définit l'amplitude du mouvement. Okay? Donc, si vous regardez dans le cahier de notes à la page, excusez, là, mon cahier de notes ici. Donc, si on regarde dans le cahier de notes ici, on vous demande à la question 1, quelle est l'amplitude du mouvement d'oscillation? Okay? Donc, quelle est l'amplitude du mouvement d'oscillation? Donc, si on définit l'amplitude d'oscillation comme étant l'écart maximal entre le pendule et sa position d'équilibre, okay? Donc, nous, on va dire que si on lit la question, on dit on constate qu'un temps de 0,75 secondes lui est nécessaire pour parcourir les 30 cm qui séparent les deux extrémités de son mouvement. Okay? Donc, ceci étant dit, sachant que mon mouvement d'oscillation okay, se déroule de part et d'autre. Okay? Donc, mon mouvement sinusoïdal ici, puis là, vous pardonnerez tout de suite, je vais essayer de tracer un sinus à la bonne mitaine, là, à la main. Okay? Donc, nous, on dit, ça veut dire que, par exemple, quand ici, la masse est au sommet de sa trajectoire, puis là, elle a descendu jusqu'en bas de sa trajectoire. Nous, on dit que ça, ici, c'est 30 cm dans la question. Okay? Donc, quelle est l'amplitude d'oscillation? Ben, l'amplitude d'oscillation, c'est ça ici. C'est la moitié de cette quantité-là qu'on nous a donnée. Donc, la réponse à A, l'amplitude ici, c'est la moitié du 30 cm. Donc, 15 cm, c'est l'amplitude d'oscillation. Okay? L'écart maximal par rapport à la position d'équilibre, toujours. Okay? On vous demande à la question suivante, quelle est la... pardon. Quelle est la période d'oscillation? Okay? Ben, la période, dans le fond, on a déjà parlé, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle au complet. Okay? Donc, c'est le temps que ça prend pour que mon oscillateur revienne à la même position, mais aussi avec la même vitesse. Ça, c'est important ici de remarquer. Pourquoi je dis aussi avec la même vitesse? Parce que dans ce mouvement-là, ici, il y a deux endroits où mon objet passe par la position d'équilibre. Okay? Dans le fond, quand il est ici, en plein milieu de sa course, il
il est au plein centre. Ici, au début, il est au plein centre aussi. Ce qui distingue ces deux cas-là, c'est que dans un cas, il se déplace vers le bas, dans l'autre, il se déplace vers le haut. OK? Donc, c'est pas les mêmes conditions exactement. OK? Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est quel est le temps que ça prend pour faire une période au complet. Ben, dans le fond, nous, dans la question, on précise euh, que dans la question, pardon, on précise que ça prend ça. J'ai perdu ma souris. Et ma souris. Merci. OK. Donc, on dit quelle est la période d'oscillation. OK. Ben, on dit que ça prend 0,75 secondes pour parcourir les 30 cm qui séparent les deux extrémités. Donc, autrement dit, l'objet part de ici, descend jusque là. Ça y a pris 0,75 secondes dans le temps. OK. Donc, ici, c'est un graphique de la position en fonction du temps. Donc, si ça prend 0,75 secondes pour partir d'en haut puis descendre en bas, ça va y prendre un autre 0,75 secondes pour remonter jusqu'en haut. À ce moment-là, il va avoir repris les mêmes conditions de position et de vitesse, puis on va avoir défini ici ce qu'on appelle la période T majuscule. OK. Donc, ma période expérimentale, c'est 2 fois 0,75, donc c'est 1,5 secondes. OK. En C maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande en C? En C, on nous demande quelle est la fréquence de rotation ou la fréquence d'oscillation, pardon. OK. Donc la fréquence d'oscillation, elle, OK, on la détermine en mesurant le nombre de cycles que notre oscillateur accomplit dans une seconde. OK. Donc, par exemple, si vous faites un cycle, si votre période de rotation est votre période d'oscillation, pardon, est de 1 seconde, mais ça veut dire que en 1 seconde, vous avez le temps de faire un cycle complet. Si votre période est de une demi-seconde, ça veut dire que ça prend une demi-seconde pour faire un cycle au complet. Ben, dans 1 seconde, vous avez le temps de faire 2 cycles. Okay? Donc, la fréquence est tout simplement l'inverse de la période. Okay? Dans notre exemple, la période étant de 1,5 secondes, la fréquence va être de 0,67 Hz. Okay? Donc, ici, quelle est la fréquence? Bien, la fréquence, c'est, comme je viens de vous le dire, la fréquence, c'est l'inverse de la période. On la mesure en secondes moins 1 ou encore en Hertz. Okay. Donc, 1 sur 1,5, 0,67 Hz. Okay. Donc, ça, c'est ma fréquence d'oscillation. Je comprends pas pourquoi c'est lent de même, mais bon. Okay. Pardon. On vous demande ensuite, dernière question, quelle est la fréquence angulaire? Okay. Bien, la fréquence angulaire, on en a déjà parlé. Okay. La fréquence, il y a un lien très simple entre la fréquence et la fréquence angulaire, ou entre la période et la période entre la période et la fréquence angulaire. La fréquence angulaire, c'est le oméga dont je vous parlais. Okay. C'est 2pi divisé par la période. Donc, autrement dit, c'est le nombre de radians par unité de temps que vous parcourez. Donc, si par exemple, ma période est de 1 seconde, ben en 1 seconde, j'ai le temps de faire un cercle, un tour complet. Ben, un tour complet, ça correspond à une fréquence angulaire de 2pi radians. Okay? Pourquoi c'est ça en même temps? Okay? Ben, c'est parce que une façon de le voir aussi qui est importante, c'est repartons de ma fonction, x de t est égal à a fois sin de oméga t plus phi. Okay? Supposons que on dit la période mesure t majuscule seconde. Okay? Ça, c'est ma période. Okay? Par définition, je suis supposé retrouver les mêmes conditions de position puis de vitesse après t secondes. Donc, la position au temps t devrait être la même que la position au temps t plus une période. Okay? On s'entend là-dessus, t minuscule plus t majuscule, autrement dit, une période plus tard. Okay? Bon, ben, remplaçons si t
par t plus la période, OK, là-dedans, OK? Distribuons ensuite le oméga. Ça, cette fonction-là est supposée être égale à x de t. X de t, c'est a fois sin de oméga t plus phi. OK? Mais si on veut que cette équation-là soit respectée, OK, il faut nécessairement, OK, comme les fonctions sin sont invariantes des translations de 2pi radians, mais il faut nécessairement que oméga fois t, ça soit égal à 2pi. OK? Donc là, je vais retrouver la même fonction. OK? Donc ça va être a fois sin de oméga t plus phi plus 2pi dans ce cas-là. Puis là, je retrouve euh, la même formule. OK? Mais pour ça, il faut que oméga fois t soit égal à 2pi. Il faut donc que oméga soit égal à 2pi divisé par la période pour que ça soit vrai. OK? Donc, c'est une autre façon de le voir. On aurait pu partir de là pour retrouver la définition de la fréquence. Là. Mais l'important ici, c'est que oméga, c'est la fréquence angulaire. Ces unités, c'est des radians par seconde. OK? Donc, vous prenez des radians par seconde, multiplié par des secondes, il va vous rester des radians dans cette expression-là. Puis c'est ça qu'on veut. OK? Pour prendre un sinus d'un angle, il faut que l'angle soit en radian. Ben, si ça, c'est en seconde, il faut que ça soit en radian par seconde. OK? Dans notre exemple, on vous dit que la période, alors si on veut trouver oméga, ben oméga, ça va être tout simplement 2pi divisé par la période qui est de 1,5 secondes. Donc faites 2pi divisé par 1,5, ça va vous donner 4,19 rad par seconde. OK. OK. Dans notre exemple ici. OK. La dernière variable dans notre équation, là, si on revient à notre équation de tantôt, là, OK? Donc, notre équation générale de l'oscillateur harmonique simple, si on commence à la regarder, on a déterminé c'est quoi le A. Le A, c'est l'amplitude du mouvement. Pardon. OK. Le A, c'est l'amplitude du mouvement. Le oméga, on vient de voir, c'est la fréquence angulaire. Il reste à déterminer le phi. Le phi, on avait déjà discuté, c'était une constante d'intégration. Donc, on disait, c'est la phase qu'on a quand t est égal à 0. Okay? Où se trouve dans son oscillation notre oscillateur au moment où t est égal à 0. Pour le déterminer, on a besoin d'une condition initiale. Ouais, excusez, mon écouteur, mon micro a débarqué. Donc, on dit, on démarre un chronomètre au moment où le cylindre se trouve à la position la plus haute de sa trajectoire, calculez la constante de phase, puis écrivez l'équation complète. Okay? Donc, si on commence quand l'oscillateur est au point le plus haut de sa trajectoire, ça veut dire que mon oscillateur, dans le fond, normal, entre guillemets, là, il est comme ça. Okay? Ça, c'est ma fonction sin normale. Moi, on dit, je commence au moment où l'oscillateur est là. Moi, mon t est égal à 0 ici. Là. Donc, je vais déplacer. OK? C'est comme si je déplaçais mon. C'est comme si je déplaçais l'origine puis que je venais la mettre ici à la place. OK? Donc, c'est une translation, si on veut, de l'origine. Ce qu'on vous donne, il y a plusieurs façons de la déterminer. Ici, ce que je vais faire, moi, c'est on vous dit x, la fonction générale, pardon, voyons, excusez, hein, x de t, si je reprends l'équation générale, a fois sin de oméga t plus phi. On vous dit que la position x à t égale à 0 est égale au sommet du mouvement. Donc, au sommet du mouvement, la position initiale, c'est A, tout simplement. Donc, A est égal à A fois sin de oméga fois 0 plus phi. Là, excusez, j'écris pas super bien. Là. OK? Oméga fois 0, ça vaut 0.
A divisé par A, il reste 1. Quel est l'angle dont le sinus est égal à 1? Phi est égal à pi sur 2. OK. Donc, ma constante de phase dans l'exemple précis qu'on a ici est égale à pi sur 2. OK, ici, c'est encore plus simple. Il y a juste un angle dont la sinus est égal à pi sur 2, dont le sinus est égal à 1, pardon. Donc, ça nous permet d'écrire l'équation complète comme on nous le demandait. L'équation complète s'écrit sous la forme x de t est égal à amplitude 15 cm. On peut travailler, on va s'habituer à travailler en mètres. Donc, 0,15 mètres fois le sinus de oméga fois t plus phase initiale phi sur 2. OK? Donc, voici mon expression complète qui décrit la position de l'oscillateur harmonique en fonction du temps ici. OK? Donc, premier exemple de fait, qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? On a vu les concepts de position, on a vu les concepts de position, pardon, amplitude, fréquence angulaire, fréquence, période, puis constante de phase, phase initiale. Okay. Donc, ouais, excusez. Okay. Là, on vient de trouver, comme je disais, là, on vient de terminer la question 1, calculer la constante de phase, écrivez l'équation. Là, on vous demande de trouver l'équation de la vitesse du bloc en fonction du temps. Okay. Donc, quel est le lien entre la vitesse et la position? Si vous vous souvenez de votre mécanique classique, donc si vous vous souvenez des cours de mécanique, on sait que euh, la vitesse, c'est le taux de variation de la position par rapport au temps. Okay? À la limite, la vitesse instantanée, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Okay? Donc, graphiquement, à quoi ça ressemble? Okay? Ben, ici, notre équation, puis je vais la garder de façon générale ici, là, x, c'est a fois sinus de oméga fois t plus phi. Okay? Si je veux trouver l'équation qui donne la vitesse en fonction du temps, je vais dériver x par rapport à t. De la dérivée ici, il faut faire attention parce que dans le fond, a, oméga, puis phi, c'est des constantes, c'est pas des variables au même titre que t par exemple. X est une fonction de t, c'est pas une fonction de a, de oméga, de phi. Donc, si ici je veux dériver x par rapport à t, a est une constante, donc ça reste a. La dérivée de la fonction sin, c'est la fonction cos, donc oméga t plus phi. Comme ça, à l'intérieur de la parenthèse, c'est également une fonction du temps, ben, je dois dériver par multiplier par la dérivée de l'intérieur. Donc, dériver oméga t plus phi, il reste quoi? Il reste oméga. OK? Pardon. Donc, la dérivée, l'équation complète, va être a fois oméga fois cosinus de oméga t plus phi. Donc ça me donne l'équation générale pour la vitesse en fonction du temps. Okay. Si on regarde graphiquement à quoi ça ressemble aussi, okay. Donc graphiquement, on a ici pour un pendule pas déphasé, l'équation générale de la position. Okay. Donc à ce moment-là ici, si on regarde, on a l'équation de la position en fonction du temps. Comment on fait pour calculer la vitesse? On va prendre la pente en chaque point. Donc la pente dans le graphique de la position va me renseigner sur la grandeur de la vitesse. Donc ici, par exemple, en plein centre, mon objet se déplace vers le bas ici. Okay. Il arrive en bas, il remonte de plus en plus vite, il ralentit, il s'arrête, il repart vers le bas. Okay. Donc ça, c'est à quoi correspond le vecteur vitesse. Mais si vous regardez, par exemple, puis je vais l'immobiliser à un endroit plus ou moins... Oups, je peux pas le mettre... Bon. Par exemple, quand ici, il est en bas complètement, ben, on a remarqué qu'il était immobile à ce moment-là. C'est ça qui définit d'ailleurs le bas de la trajectoire, c'est quand mon pendule est immobile. Okay? Donc, en bas, la pente, la, la pente de la tangente ici, ben, est zéro. Donc, la vitesse est zéro. Quand il est en haut complètement de sa trajectoire,
C'est où qui est en haut? C'est ici. Voyons, excusez. Là. Quand il est en haut complètement. Ouais, ouais, Mathieu. Ouf. Des fois, il y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres. OK? Quand il est ici, même chose, la pente de la tangente est nulle, donc la vitesse est nulle. OK? Si on regarde quand le pendule passe par sa position d'équilibre, maintenant, à l'inverse, ici, il est à sa position d'équilibre en montant, donc il se déplace vers les x positifs. La pente de la tangente est grande et positive, donc sa vitesse est grande et positive. Quand il revient à sa position d'équilibre, maintenant, OK? Wow, OK. Donc, quand il revient à sa position d'équilibre en descendant, la pente de la tangente est grande et négative autour de là. Donc, la vitesse à ce moment-là est aussi grande et négative. Donc, on voit que ça décrit une courbe sinusoïdale aussi. C'est juste que on a remplacé le sin par un cos, OK? Mais c'est le même principe. Donc, dérivons x par rapport à t, ce que je viens de faire avec vous. Donc, vous avez une équation qui va vous donner la vitesse à chaque instant pour le pendule. Nous, ici, si on l'applique, si on veut savoir, par exemple, la vitesse à t est égale à 1 seconde, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre 1 seconde dans l'équation. On trouve la vitesse de 0,545 mètres par seconde. Okay. C'est souvent, c'est juste pour vraiment illustrer comme il faut qu'on peut trouver la vitesse à chaque instant. On vous demande quelle est la position, quel est le module de la vitesse maximale atteinte pendant le mouvement. Okay. Donc, si moi j'ai une équation générale ici, OK. Je vais le faire avec l'équation générale aussi, j'aime mieux ça. OK. Donc, quelle est la vitesse maximale dans cette fonction-là ici? OK. Mais si vous regardez comme il faut, A oméga, c'est une constante. OK. Puis c'est ça ici le terme qui oscille. OK. C'est ça qui fait que la quantité oscille parce que A fois oméga, c'est le produit de deux choses constantes. Dans notre exemple, c'est 0,629 le produit de ces deux quantités-là dans notre exemple. Ça ne change pas. Le cosinus, lui, d'un angle, qu'est-ce que c'est? OK, mais le cosinus d'un angle, c'est une quantité qui varie entre moins 1 et plus 1. OK? Donc, au maximum, le cosinus peut prendre la valeur de 1. OK? Donc, la vitesse maximale, c'est celle qu'on trouve quand cos de θ est égal à 1, puis ça va être égal à A fois oméga, tout simplement. OK? 0,629. OK? Dans notre exemple. Mais je vous suggère de retenir, entre guillemets, même si j'aime pas ça, retenir des choses. Là, OK? Donc, la vitesse maximale, c'est tout simplement le produit de A puis de oméga. OK? À quel moment est-ce que cette vitesse est atteinte? Ben, si on remarque, c'est quand la position est à l'équilibre. OK? Si vous vous souvenez du petit vidéo. OK? L'autre façon de s'en rendre compte aussi, pour que le cosinus de... Si je vais réécrire ça, puis vous allez le voir, je vais le faire régulièrement. Là. Euh, Imaginez que je remplace oméga t plus phi là, par tout simplement θ. OK? Quel est l'angle dont le cos est égal à 1? Ben, c'est 0 degré. C'est ça. OK? Donc le cos est 0, ça vaut 1. OK? Le cos de 0 est égal à 1. Donc il faut que θ soit égal à 0 pour que ça soit respecté. OK? Mais à ce moment-là, nous, on sait que la position, c'est A fois sinus de oméga t plus phi. Sin de 0, ça vaut 0, donc la position est égale à 0 à ce moment-là. Donc, la vitesse est maximale quand la position est à l'équilibre, quand la position est nulle. Okay? Donc, si on retourne aux vidéos pour l'illustrer, c'est ça qu'on voyait ici. Donc, la vitesse est au plus grand quand la position est 0. Puis à l'inverse, la vitesse est au 0 quand la position est au plus grand. Donc les deux sont en opposition, vraiment. Là, okay? Quand la vitesse est grande, la position est faible. Quand la vitesse est faible, la position est grande. Okay? C'est ça. Donc la position est nulle quand la vitesse est maximale. La vitesse est nulle quand la position est maximale. Okay? Donc ça, c'est des choses qui vont revenir aussi assez régulièrement. Ensuite, la question suivante, on vous demande de trouver l'accélération du bloc en fonction du temps. Donc, de la même façon que la vitesse, c'est la dérivée de la position en fonction du temps, mais l'accélération,
l'accélération A, c'est le taux de variation de la vitesse en fonction du temps. OK? À la limite, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc, si je veux déterminer l'équation générale pour l'accélération, ici, c'est la dérivée par rapport au temps de l'expression de la vitesse qui est A fois oméga fois cosinus de oméga fois t plus phi. Okay. Tu dois dériver tout ça ici. Okay. Donc, ça a l'air P que C. Okay. Pourquoi? Mais A et oméga sont deux constantes. Okay. Donc, on va les sortir de la dérivée. La dérivée de cos, c'est moins sin. Il faut faire attention aux signes. Là. Je m'en souviens jamais moi-même. Là. Ça arrive que je l'oublie. On évite de l'oublier. Okay. Mais encore là, il faut faire attention parce que règle de dérivée en chaîne, il faut dériver aussi l'intérieur qui est lui-même une fonction de t. Donc, il faut multiplier par oméga ici aussi. Donc, si je regroupe un petit peu mes termes, j'ai un moins, premièrement, OK, à oméga. Je vais mettre l'oméga carré devant, vous allez voir pourquoi. Vous allez peut-être même le remarquer sans que j'aille à dire quoi que ce soit. OK. Puis je me retrouve avec une équation générale qui me donne l'accélération en fonction du temps. OK. Donc, on vous demande, pardon, quelle est l'accélération une seconde après le démarrage du chronomètre? Bon, ben, dans cet exemple-là, on va faire la même chose, c'est-à-dire, on va venir. Donc, c'est une courbe qui exprime l'accélération en fonction du temps. Okay? Lui, il est un petit peu plus difficile à visualiser, mais une façon qu'on peut utiliser pour le représenter, comme l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ben, on va regarder la pente de la tangente dans le graphique de la vitesse. Donc, ici, par exemple, la pente de ma tangente est nulle. Okay? Donc, l'accélération est nulle. Ici, la pente de la tangente est grande et négative, donc l'accélération est grande et négative. Ici, là où je me trouve, la vitesse est grande et négative. On se souvient, mon objet est en train de descendre. Donc, sa position est nulle, sa vitesse est grande et négative. Ben, on remarque que l'accélération aussi est égale à 0. L'objet, la pente de la tangente est 0. N'oubliez pas, on vient de parler de position d'équilibre. Si vous vous souvenez, F égale ma, c'est quoi l'accélération d'un objet à l'équilibre? C'est 0. Okay? Donc, mon objet est à l'équilibre, son accélération est nulle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est vraiment fait pour ça. Ici, la position est grande et négative. Mon objet a une vitesse nulle à ce moment-là, sauf que la pente est grande et positive, donc l'accélération est grande et positive. Donc, on a un peu le même principe. Quand la vitesse est grande, l'accélération est faible. Quand la vitesse est faible, l'accélération est grande. Okay? Ouais, excusez. Puis si on remarque ici, l'accélération, dans le fond, elle se trouve toujours à pointer vers la position d'équilibre. Okay? Ça non plus, c'est pas une surprise. On se souvient, là, je ne veux pas trop mélanger les choses, là, mais on se souvient que la F est égale à ma, donc la force est proportionnelle à l'accélération. Mais ça veut dire que la force pointe toujours dans la même direction que l'accélération. Ça veut dire que quand mon objet est en haut de sa position d'équilibre, la force pointe vers la position d'équilibre. Quand l'objet est sous la position d'équilibre, la force pointe vers la position d'équilibre. Autrement dit, l'objet ressent toujours une force qui est orientée vers la position d'équilibre, qui cherche à ramener l'objet à sa position d'équilibre. C'est ce qu'on appelle une force de rappel, justement, okay? Parce que la force veut ramener l'objet à sa position d'équilibre, toujours. Okay? Mais bon, ça, on va avoir aussi le temps de revoir ça. Donc, voilà l'équation de la vitesse. On la dérive pour trouver l'équation de l'accélération. On prend l'équation que ça donne, puis dans l'exemple, ça c'est le petit raisonnement que je viens de faire avec vous, mais de façon algébrique. Supposons qu'on veut trouver l'accélération à 1 seconde. Ben, je remplace t est égal à 1 dans l'équation. Ça me donne une accélération de 1,32 mètres par seconde carré positive. Quelle est l'accélération maximale? Ben, de la même façon que le raisonnement que j'ai fait pour trouver la vitesse maximale, ben, si j'ai une expression comme ça pour l'accélération, j'ai un terme constant qui est multiplié par une fonction qui est sinusoïdale. La fonction sin
est une fonction qui va de moins 1 à plus 1. Donc, elle va être maximale quand elle est égale à plus 1. À ce moment-là, l'accélération maximale va être tout simplement en valeur absolue, ok, a fois oméga carré. Okay? Donc, ça, c'est la grandeur de l'accélération maximale, le terme qui est devant la fonction sin. Donc, vous voyez, peu importe si c'est sur l'équation de la position, de la vitesse ou de l'accélération, vous voyez toujours la partie sin comme étant un genre de pourcentage, entre guillemets, de ce qui est devant. Okay? La position, c'était A fois sin de θ, donc c'était une fraction de A. La vitesse, c'est A oméga fois une fonction cos. Ben, la valeur maximale de la vitesse, c'est A oméga. L'accélération, c'est A oméga carré fois sin de θ. Ben, l'accélération maximale, c'est A oméga carré. C'est toujours un genre de pourcentage de cette valeur maximale-là que vous retrouvez. Ici, dans l'exemple, spécifiquement, là, si on va la calculer, là, le A fois oméga carré, dans notre exemple, est égal à 2,64 mètres par seconde carré. Oups. Mais moi, les valeurs numériques, ben honnêtement, j'en mettrais pas tant que ça. Okay. Quelle est la position du cylindre quand il atteint cette accélération? Ben, ce qu'on remarque, c'est que l'accélération est maximale quand la position est maximale et vice-versa. Okay? C'est juste le signe qui change. Okay? Donc ici, si on revient à ça, on remarque que quand l'accélération est grande, la position est grande. C'est juste qu'ils sont opposés de signe. Okay? À l'inverse, si la position est nulle, l'accélération va être nulle elle aussi. Okay? Donc l'accélération et la position ont l'air d'être un peu plus main dans la main que la vitesse. Okay? Quand la position est grande, l'accélération est grande. Quand la position est nulle, l'accélération est nulle. Position grande et négative, accélération grande et positive. D'accord? Ensuite, on vous demande de trouver une relation simple entre la position et l'accélération dans un mouvement harmonique simple. Okay? Ben ça, honnêtement, on l'a déjà fait pas mal. OK? Pourquoi? Trouver. Oh, de la position. J'ai une belle faute dans mes notes. OK? Donc, on avait une équation générale de la position en fonction du temps. Ça, on l'avait déjà trouvé. L'équation générale de la position en fonction du temps, c'est quoi? C'est x est égal à A fois sin de oméga t plus phi. Dans le cours, là, je vais souvent, pour alléger la notation, utiliser θ qui est égal à oméga t plus phi. Okay? Ça va juste me permettre de remplacer ça ici tout simplement par x est égal à a fois sinus de θ. Je suis paresseux à ce point-là. Okay? On vous dit ensuite trouver une équation générale de l'accélération en fonction du temps. Bon, là, la fonction pour l'accélération en fonction du temps ici. L'accélération, c'est quoi? C'est moins oméga carré fois a fois sinus de θ. On dit un peu d'algèbre pour en arriver à une relation entre les deux. Et ici, là, ça pourrait être difficilement plus simple que ça. Si vous regardez ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est directement la valeur de x. Okay? Donc, c'est directement le x. Donc, on trouve que l'accélération est égale à moins oméga carré fois x. Donc, ce qu'on remarque, okay, ça, c'est une relation absolument fondamentale pour nous. Okay? Donc, pour avoir un oscillateur harmonique simple, okay, on parle ici d'une condition dynamique. Là. Ici, c'est plus une condition cinématique. Donc, il faut que l'accélération soit de signe contraire à la position et lui soit proportionnelle. Okay? Donc, oméga, c'est une constante, on se souvient. Okay? Oméga, ça dépend de la période d'oscillation, c'est une constante. Donc, l'accélération doit être proportionnelle et de signe contraire à la position. Okay? C'est ça notre condition ici. Okay? Donc, si je l'écris, je ne sais pas si ça marche. Okay? L'accélération doit être... je vais même vous mettre des accents. Oh. Proportionnelle et de signe contraire à la position.
Évidemment, si on parle de conditions dynamiques, ici, si vous vous souvenez, la dynamique, c'est plus relié aux forces. OK? Donc, c'est quoi le lien? Ça, c'est une condition qu'on dirait cinématique ici. OK? Cinématique. Parce que c'est relié à la description du mouvement. Condition dynamique, ben ça, c'est quelque chose qui fait appel aux forces. Comment on peut faire le lien? On sait que F est égal à ma. OK? Donc, la force résultante agissant sur un objet nous renseigne sur son accélération. OK? Nous, si on veut que l'accélération dans un mouvement oscillatoire, dans un mouvement harmonique simple, c'est oméga carré fois x, ben, il faut que la force résultante soit m fois moins oméga carré fois x. Donc, on trouve la même chose. Force résultante, c'est m moins m oméga carré fois x. Ça nous donne une condition dynamique importante. OK? Voyons. OK. C'est la force résultante doit être proportionnelle et de signe contraire à la position. Voyons. OK. Ça, c'est une condition dynamique ici. OK. OK. Donc, voyons, excusez, j'ai dormi de la misère. Donc, ça, ce que ça veut dire aussi en français, là, qui est plus important, si on dit la force résultante est proportionnelle au signe contraire à la position, ça veut dire que quand ma position est grande et positive, la force va être, elle, grande et négative. OK? À l'inverse, quand la position est grande et négative, la force va être grande et positive. Donc, c'est ça qu'on appelle une force de rappel, comme je vous disais juste avant. La force va toujours chercher à ramener l'objet vers sa position d'équilibre. OK? C'est juste que l'affaire, c'est qu'au moment où l'objet passe par sa position d'équilibre, si vous vous souvenez, quand x égale à 0, la vitesse est maximale. Donc l'objet part d'une extrémité, prend de la vitesse, arrive à la position d'équilibre, va super vite, mais là, il va continuer sa course, puis là, la force va tirer dans l'autre sens, donc on va faire ralentir l'objet jusqu'à temps qu'il se mobilise. L'objet va repartir à accélérer. Quand il va passer par sa position d'équilibre, la force résultante va être nulle, mais mon objet a une grande vitesse vers le haut, donc son inertie va faire en sorte qu'il va continuer. Puis il va osciller comme ça indéfiniment. Okay? C'est vraiment ça qui va se produire dans le cas d'un mouvement harmonique simple. Okay? Ah, shit. Excusez, là, je me mêle dans mes fenêtres encore. Juste ici, on a une petite question tirée du manuel, la question Q20. On vous demande si c'est un mouvement harmonique simple dans ce cas-là. Okay? Donc, déjà, on va pouvoir vérifier si on comprend. Euh, on a dit que pour constituer un mouvement harmonique simple, il faut que la force soit proportionnelle et de signe contraire à la position. C'est ça notre condition dynamique. Okay, si vous vous souvenez. Okay, donc ici, est-ce que c'est le cas? Okay. Mais quelle est la force qui tire sur notre objet? Okay? C'est la gravité. Okay? Donc ici, c'est le poids de l'objet, autrement dit. Okay? La force qui agit sur mon objet. Il y a une force qui tire vers le bas, qui est le poids de l'objet. Puis, il y a une force normale, vous vous souvenez de vos cours de mécanique. Okay? Nous, l'objet se déplace dans cette direction-là, par exemple, le long du plan. Donc, la normale étant perpendiculaire, elle ne contribue pas à la force résultante le long de l'axe des X. Okay? Quelle est la seule force qui agit le long de l'axe des X? C'est la composante de P le long de l'axe des X, c'est Px. Okay? Donc, la force résultante qui agit sur mon objet le long de l'axe des X, c'est Px, tout simplement. Okay? Px, là, ici, c'est une force constante. Comme le plan est un plan incliné, OK? On se souvient peut-être, là, si vous avez un plan incliné de θ degrés ici, OK? Mais Px, ça va être mg fois sin de θ. Donc, ça va être mg sin
θ. Ici, le θ, il faut faire attention, c'est l'inclinaison ici, là, ok? C'est pas la phase, là. Mais l'important, c'est que si la pente est constante, le θ va être constant. Si le θ est constant, la force résultante est constante. Si la force résultante est constante, la force n'est certainement pas proportionnelle à la position. Donc ici, là, la variable position doit apparaître dans la force résultante. Ici, la position n'apparaît pas dans la force résultante, donc ce n'est pas un mouvement harmonique simple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un mouvement d'oscillation, qu'il n'y a pas de période, qu'il n'y a pas d'amplitude, mais ce n'est pas un mouvement harmonique simple. Okay? Donc oui, c'est un oscillateur. Oui, il y a une période clairement définie, mais non, ce n'est pas un oscillateur harmonique simple parce que la force résultante agissant sur l'objet n'est pas proportionnelle à sa position. Okay? Donc c'est vraiment important de bien saisir ça. Okay? Premier exemple, on cherche à mettre en évidence est-ce que c'est un oscillateur harmonique ou pas. On vous dit un bloc de 200 grammes est relié à un ressort de constante K égale à 30 Newton par mètre. Donc ça, c'est la constante de rappel du ressort. Vous vous souvenez de votre mécanique. On va y revenir de toute façon, inquiétez-vous pas. On dit notre bloc oscille horizontalement sur une surface sans frottement. Okay? Donc, est-ce qu'il s'agit d'un mouvement harmonique simple? Okay? Donc, pour le vérifier, qu'est-ce qu'on va faire, vous pensez? Bon, on va aller vérifier c'est quoi la grandeur de la force résultante qui agit sur mon pendule, sur mon oscillateur ici. OK? Puis comment est-ce qu'on va faire ça? OK? Bon, on va faire un schéma de force sur notre objet. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais souvent utiliser la même technique. Donc, première chose qui est importante, se tracer un axe dx. Voyons. OK, attendez une seconde. Wow, qu'est-ce qui se passe? OK. On se trace un axe des X positif pour indiquer la direction dans laquelle c'est positif. Là, on va placer notre ressort. OK? Donc, j'ai un ressort ici, au bout duquel j'accroche une masse. OK? Puis ça, c'est à sa position d'équilibre. À ce moment-là, le ressort est ni étiré ni comprimé. Un ressort qui est ni étiré ni comprimé, là, on s'entend, il n'exerce aucune force. Okay? Vous vous souvenez de la loi de Hooke? La loi de Hooke nous dit que la force de rappel exercée par un ressort, okay, est proportionnelle à l'allongement ou à la compression du ressort. Okay? Donc, c'est K fois l'allongement ou la compression du ressort. Si mon ressort n'est pas allongé ou comprimé, ben la force résultante qui agit est nulle parce que son allongement est nul. Okay? Donc, ici, c'est à sa position d'équilibre. Okay? Supposons maintenant que donc ça définit ma position d'équilibre. Puis supposons maintenant que j'étire mon ressort. Okay? Donc, j'étire mon ressort jusqu'ici. Okay? Là, je reprends mon objet. Supposons que j'amène mon objet à une position X ici. Okay? Donc, quelle est la force résultante sur mon objet? Donc, si je fais l'analyse des forces sur la masse à ce moment-là, j'ai trois forces qui agissent sur lui. J'ai le poids, j'ai la normale, puis j'ai la force exercée par le ressort. Comme j'ai étiré le ressort, ben le ressort va vouloir revenir vers sa position d'équilibre. Okay? Moi, je ne cherche que les forces en X. Je sais que mon objet est en équilibre en Y. Moi, je veux la force résultante en X. Okay? Donc, si je fais somme des forces en X est égal à MA, okay? Quelle est la force résultante sur mon objet ici? Ben, la force résultante, en fait, est égale à MA. Je cherche juste c'est quoi la grandeur de la force résultante. La force résultante, le long de l'axe des X, j'ai juste une force qui agit. C'est la force exercée par le ressort. Puis, je sais qu'elle est négative dans ce cas-là. Okay? C'est quoi sa grandeur? C'est K fois l'allongement du ressort. Le ressort, il est allongé de combien? Il est allongé de X mètres, où on mesure X par rapport à la position d'équilibre toujours. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important. À l'équilibre, l'allongement est nul. Ben, ici, à l'équilibre, X est égal à 0 aussi, par convention. On est toujours autour de la position d'équilibre. Donc, mon ressort est étiré d'une quantité delta L qui est égale à X. Okay? Qu'est-ce qu'on trouve? La force résultante est proportionnelle et de signe contraire à la position. Donc, ma condition dynamique est respectée. J'ai bel et bien affaire à un oscillateur harmonique simple. Okay?
Donc oui, c'est un oscillateur harmonique simple parce que la force résultante qui agit sur lui est proportionnelle puis de signe contraire à la position, comme dans ma condition dynamique qu'on a vue plus haut tantôt. Okay, donc, c'est ça ici. Okay. En B, on vous demande de trouver une relation entre la fréquence angulaire, la constante d'élasticité et la masse du bloc. Puis on vous demande un paquet de trucs là. Okay. Donc, pardon. Euh, Ben, nous, on vient de trouver que la force résultante est égale à moins K fois X. Puis si on se souvient, notre condition dynamique nous disait que la force résultante, c'est moins M oméga carré fois X. Okay. Donc, notre condition dynamique nous dit qu'un oscillateur harmonique simple, c'est moins M fois oméga carré fois X. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ça et ça doit être égal. Donc, K doit être égal à M fois oméga carré. Ce qui veut dire quoi? Bien, ce qui veut dire que la fréquence angulaire d'oscillation est tout simplement donnée par rapport racine de K divisé par M. Okay. Ce que ça veut dire en français, c'est que vous n'avez que deux paramètres qui ont une influence sur la fréquence d'oscillation d'une masse accrochée au bout d'un ressort. La rigidité du ressort, K, okay, on se souvient que le K, c'est la force qu'il faut exercer pour étirer le ressort d'un mètre. Donc, plus K est grand, plus mon ressort est rigide. Okay? Puis c'est inversement proportionnel à M. Donc, plus la masse qu'on a accrochée au bout du pendule est grande, plus la fréquence va être faible. Okay? Donc, c'est les deux seuls paramètres qui ont une influence, la rigidité du ressort et la grosseur de la masse qu'on a accrochée au bout. Okay? Intuitivement, ça a-tu de l'allure, ça? Okay? Ben, ce qu'on vous dit, c'est si K est de plus en plus grand, prenez des ressorts de plus en plus rigides. Okay? Est-ce que vous pensez qu'ils vont osciller plus vite ou plus lentement? Ben, on peut s'attendre à ce qu'ils oscillent plus rapidement. Okay? Parce que le ressort étant plus rigide, quand tu le lâches, tu vas avoir tendance à osciller plus vite. Un ressort mou, ça va osciller plus lentement. Okay? Puis on se souvient qu'oméga, c'est 2pi divisé par la période. Donc, plus la période est grande, plus oméga est petit. Donc, plus oméga est petit, plus la période est grande, plus la période est grande, plus c'est lent comme mouvement d'oscillation. Parce que la période, c'est le temps que ça prend pour faire une oscillation complète. Prenez un objet qui a une masse, prenez deux ressorts identiques, accrochez une masse plus grosse au bout du deuxième. Intuitivement, ça devrait osciller plus lentement. Okay? Pourquoi? Bien, la masse, c'est une mesure de l'inertie d'un objet. Si vous accrochez un objet plus massif au bout d'un ressort, ça va être plus difficile pour le ressort de le mettre en mouvement, donc c'est normal qu'il oscille plus lentement aussi à ce moment-là. En particulier, on vous dit la fréquence dépend-elle de l'amplitude? Ben non, ce qu'on remarque, c'est que la fréquence ne dépend pas de l'amplitude. Okay? Donc, des ressorts identiques, des masses identiques, étirez-le un peu, étirez-le davantage, ils vont avoir la même période d'oscillation. Okay? Là, l'affaire, c'est que normalement, en classe, je ferais une petite démo avec ça, que je peux pas vraiment m'installer dans mon sol pour faire une démo avec ça. Fait que je vais essayer, je vais mettre dans les commentaires, là, je vais mettre des références pour qu'on puisse aller voir ça. Là. Je vais m'arranger pour vous trouver un exemple de ça, une vidéo, là, puis je vais vous mettre ça dans les commentaires de la page. Okay? Ou dans le forum sur Moodle aussi, là, vous allez pouvoir retrouver ça. Mais ce genre d'affaires, c'est important de le visualiser, puis ça, c'est une partie de plus qui me tape un peu sur avec les cours à distance, c'est qu'il y a des affaires, des démos en particulier, que c'est assez difficile de faire des démos à distance. Okay? Mais bon, on dit ici, dans notre exemple, calculer la fréquence angulaire. Okay? Ben, on vous donne les paramètres, on vous dit la masse du bloc puis la constante de rappel du ressort. Donc, vous êtes capable facilement d'évaluer le oméga du ressort ici. Oméga est égal à racine de K divisé par M. Il faut juste faire attention de prendre les bonnes unités. On travaille en kilogrammes, mètres, secondes. Okay? Donc, c'est racine de 150, ce qui vaut euh, excusez, 12,2 rad par seconde. Okay? Okay? Donc, la fréquence angulaire de mon pendule, 12,2 rad par seconde dans mon exemple ici. Okay? À la question suivante, en fait, on vous dit
une masse de... Bon, c'est ça. Donc ça, c'est pour la question 4. Pour la question 5, on vous dit une masse de 200 grammes aussi au bout d'un ressort de constante K égale à 5. Au moment où on commence à l'observer, autrement dit à t égale 0, le ressort est comprimé de 6 cm, puis la composante de la vitesse est de moins 40 cm par seconde. Trouvez l'équation de la position en fonction du temps pour ce mouvement. OK? Donc lui, ça va être un petit peu plus touché. Je vais juste... en fait, ouais, attendez une petite seconde. Donc, à l'exemple numéro 5, comme je disais, on va faire... on part quelque chose de très similaire. Donc, on vous dit un bloc de 200 grammes, aussi au bout d'un ressort. On vous donne les positions puis la vitesse initiale. On cherche l'équation complète. Oh, excusez de me répéter. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Ben, de façon générale, si on veut l'équation complète, on a besoin de le A, le oméga, puis le phi. OK? Ici, si vous remarquez, on ne donne pas le A. OK? Le oméga, on ne le donne pas, mais on sait comment l'évaluer, puis le phi non plus. Donc, c'est ces trois quantités inconnues-là qu'on doit chercher à déterminer. OK? La plus facile à faire pour nous, avec les problèmes qui sont avec ce qui est donné dans le problème, c'est évaluer oméga. OK? Pourquoi? Oméga, c'est racine de k sur m. Puis ici, nous, on nous a dit que la constante de rappel, c'est 5, puis la masse, c'est 200 grammes. Donc, ça donne, si vous faites ces racines de 25, ça donne 5 rad par seconde. Okay? Donc, le oméga est égal à 5 rad par seconde. Celui-là, c'est beau, on l'a trouvé. OK? Check. Oméga est égal à 5. A et phi maintenant. Okay? Comment on peut trouver A et phi? On a deux inconnus. Si vous vous souvenez de vos maths un peu, vous avez besoin de deux équations. OK? Donc, comment on peut trouver ça? Ben, on va utiliser les deux conditions qu'on nous a données pour la position et pour la vitesse. OK? Donc, on a une équation générale pour la position qui est x égale à a fois sin de oméga t plus phi. Moi, je vous dis, je vais remplacer ça, là, comme je vais souvent le faire, par, je vais poser θ qui est égal à oméga t plus phi. Okay, ça va me permettre de réécrire l'expression sous la forme a fois sin de θ. Okay. On a aussi une condition qui nous donne la vitesse. Okay. On sait que l'équation de la vitesse, c'est a fois oméga. Vous irez refouiller là, au pire. Là. A fois 1 oméga fois cosinus de θ. Puis nous, on nous dit à t égale à 0, la position c'est moins 6 cm parce que le ressort est comprimé de 6 cm, puis la vitesse c'est moins 40 cm par seconde. Okay. Donc, posons x est égal à moins 6, puis v est égal à moins 40 maintenant. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je connais oméga qui est égal à 5, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais diviser les côtés gauche puis diviser les côtés droits. Okay? C'est pas quelque chose qu'on est super habitué de voir d'habitude, là, mais c'est quelque chose qui est vraiment efficace. Okay? Pourquoi? Mais si vous remarquez, ça fait disparaître le A, tout simplement. Okay? Donc il me reste quoi? Sin de θ sur cos de θ, ça vaut tangente de θ. Ici, j'ai moins 6, je vais envoyer le oméga de l'autre côté. Ouais, excusez, c'est tangente de θ sur oméga, donc je vais envoyer le oméga de l'autre côté, 5. Il me reste moins 6 sur moins 40. Okay? Donc ça vaut 3 quarts, 0,75. Donc, il faut que la tangente de θ soit égale à 0,75. Okay? Autrement dit, il faut que θ soit égal à tangente moins 1 de 0,75, 0,644 rad. Est-ce que c'est tout simple que ça? Okay? Là, c'est la partie où il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Okay? Donc, je vais vous indiquer pourquoi. Okay? Prenons une fonction, une courbe sinusoïdale normale. Ok, attendez une seconde. Donc, ce que j'ai ajouté ici, c'est juste une courbe sinus normale pour le premier cycle entre 0 et 2π. Okay? Pourquoi j'ai tracé ça? C'est parce que je veux attirer votre attention sur quelque chose de particulier. On vous disait par exemple, dans notre exemple, excusez.
Je vais aller la chercher dans Wolfram Alpha. Si vous ne connaissez pas ça, vous irez voir à quoi ça ressemble. Donc, on dit la position, par exemple, le raster est comprimé de 6 cm. Si ça ici, on suppose que c'est la position euh, en fonction du temps, ici, ok? Ben, mettons comprimé de 6 cm, mettons, il pourrait être soit ici ou soit ici, ok? Il y a un moment aussi, d'ailleurs, où il est étiré de 6 cm, ce qui serait là ou là. OK? Donc, par exemple, là, c'est sûr, l'échelle n'est pas la bonne. Là, OK? Mais mettons ici que ça serait une position de 6 cm. Il y aurait une position de moins 6 cm ici. OK? Donc, à 4 instants dans un cycle, mon objet passe par une position de plus ou moins X. OK? Qu'est-ce qui distingue ces cas-là aussi, c'est qu'ils n'ont pas la même vitesse. Donc ici, x est positif, puis la vitesse est positive parce que la pente de la tangente est positive. Ici, x est toujours positif, mais la pente est rendue négative. Ici, la pente est négative et la position est négative. Ici, la pente est positive, mais la vitesse est négative. Puis, si vous vous souvenez de votre trigo un petit peu, là, c'est comme si on était entre 0 et 2 pi. C'est les quatre cadrans 1, 2, 3, 4. Donc, je vais juste vous représenter ça légèrement différemment. OK? Donc, supposons maintenant. Ouais, attendez, je vais aller chercher un cercle. Je vais aller chercher un cercle trigo. OK, c'est là que. Suivez-moi un petit peu. OK? Donc, ici, j'ai tracé une courbe sinus, par exemple, qui irait de 0 à 2 pi radians. OK? Donc, je peux aussi traiter ça, oublier le temps ici. Là. Je dis c'est une courbe sinus qui va de 0 à 2 pi. OK? Donc, c'est la même affaire qu'un cercle trigo qui s'en va de 0 à 2 pi ici comme ça. OK? Donc, supposons ici que j'ai un... Wow. Qu'est-ce qui se passe là? Supposons ici... OK? Que j'ai une première position ici qui correspond à un angle θ ici. OK? Donc, entre 0 et θ, c'est comme si, dans le fond, j'avais un vecteur qui pointait ici en quelque part avec un angle θ. Okay? Donc la position ici, sur ma courbe sine, correspond à une position dans mon cercle trigo ici. Okay? Euh, pardon. Au départ, ma position est nulle. On se souvient, la vitesse maximale est positive. Donc au départ, mon objet est ici. Okay? Sa position est 0. Donc ça, c'est comme si ça, c'était une mesure de la position de l'objet. Puis ça, ici, c'était une mesure de la vitesse de l'objet. Okay? Donc au départ, ma position est nulle. Puis ma vitesse est grande et positive. Ici. Donc j'avance dans le temps, j'avance en phase, je me rends à une phase de θ, mon objet est rendu ici à une phase de θ, sa vitesse est positive, sa position est positive. Donc ici, dans le premier cadran, la position et la vitesse sont les deux positives. Okay? Qu'est-ce qui arrive quand j'arrive à un angle de 90 degrés ou à une phase de pi sur 2 radians ici? Okay? Ben, je suis rendu à un angle de 90 degrés ici. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la position est maximale, puis la vitesse est nulle. OK? Donc ici, c'est mon angle de 90 degrés qui est ici. Continuons en phase. Là, qu'est-ce qui se passe? La position est toujours positive, mais maintenant, la pente de la tangente est négative, donc la vitesse devient négative. Jusqu'à temps que j'arrive, par exemple, au point qui est ici. OK? Donc ce point-là qui est ici correspond à un vecteur de phase ici. Puis si vous remarquez, l'angle θ que j'ai mis ici, c'est le même que l'angle θ que j'ai ici. OK? Donc, dans les deux cas, j'ai le même angle. Puis vous regarderez dans des identités trigo où vous le calculerez pour vous en convaincre, le sinus de l'angle θ, c'est le même que le sinus de l'angle pi moins θ. OK. Ensuite, continuons notre petit bonhomme de chemin. Notre objet arrive ici. À ce moment-là, ce qu'on dit, c'est sa position est nulle, mais sa vitesse est maximale et négative. Donc ça, c'est quand il est rendu ici. Sa position est nulle, telle qu'on projette sur l'axe vertical pour trouver la position. Puis pour trouver la vitesse, on projette sur l'axe horizontal. On y est déjà, la vitesse est maximale et négative. Okay. On continue un peu, on avance encore de θ degrés. On va se retrouver quelque part ici.
Ah, pardon, ici la position est positive, puis la vitesse est négative. Ici, même angle θ, qu'est-ce qui se passe? La position est négative, puis la pente de la tangente est négative. Donc les deux sont négatives. Puis si on continue jusque-là, puis maintenant qu'on est à un angle θ ici de 0, ben, on va avoir une position négative, mais une vitesse positive. Donc, on a quatre solutions possibles. Autrement dit, puis c'est là que je vais insister, pourquoi j'ai pris ces quatre positions-là en partant, ok? C'est parce que là, là, là et là, on a les mêmes grandeurs en valeur absolue de position et de vitesse. Ok? Qu'est-ce qui distingue ces quatre cas-là? C'est qu'ils n'ont pas les mêmes combinaisons de signes. Ok? Tantôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé le θ égal à 0.644. À quoi ça correspond? Mais il faut que la tangente soit égale à faut que l'angle soit égal à 0.644 pour que la tangente soit égale à 3 quarts pour que la ratio entre la vitesse et la position soit exactement comme il était spécifié. Donc ça veut dire qu'en valeur absolue, l'objet à ce moment-là, il est soit ici, là, là ou là. Comment je fais pour distinguer dans quel cadran, dans quelle partie je me trouve? Mais nous, ce qu'on vient de dire, c'est que mon objet X était négatif, puis sa vitesse était négative. Donc la solution que je cherche, là, c'est cette solution-là, précisément. Ok? C'est celle-ci, c'est l'angle qui est ici que je cherche. C'est cette solution-là. Qu'est-ce que j'ai évalué? Moi, j'ai évalué un angle de 0.644 ici. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je fasse correspondre au bon cadran. Ok? Donc, la solution que je cherche, on avait θ est égal à 0.644 qu'on avait évalué. Mais c'est pas ça la solution que je cherche. Ok? Moi, la solution que je cherche, c'est faut que j'ajoute pi radian à ça. Ok? Donc, le vrai θ que je cherche, c'est 3,79 radians. Ok? Oh, 3,79 radians. Ça, c'est la bonne solution. Ok? Entre 0 et 2 pi. Ok? Donc, vous allez me dire, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi c'est compliqué comme ça? Mais faut se souvenir que dans l'exemple qu'on a ici, la position et la vitesse doivent être négatives. Qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pris une tangente. Okay? La tangente, c'est le ratio en deux quantités. Vous remarquez que mes deux quantités sont négatives ici. Donc, quand je divise négatif par négatif, ça devient positif. Donc, moi, la calculatrice, entre guillemets, n'est pas capable de faire la différence entre si c'est négatif-négatif ou positif-positif. Okay? Nous, on est capable de le faire parce que nous, on est capable de réfléchir, puis on se dit, ici, c'est quand les deux quantités sont positives, ici, c'est quand les deux quantités sont négatives. C'est ça la différence entre les deux. Il y a pi radian de différence entre les deux. S'il y avait juste la position ou la vitesse de négative, ben là, on aurait les deux solutions qui sont ici. Parce qu'on ferait, mettons, euh, la position négative puis la vitesse positive. Si je fais x sur v, ça va me donner quelque chose de négatif. Ici, si je fais x sur v, ça va me donner quelque chose de négatif. Mais dans la tangente, encore là, je ne sais pas laquelle est la bonne parce que je ne sais pas quelle des deux. La calculatrice, elle ne sait pas si c'est le numérateur ou le dénominateur qui est négatif. Donc, c'est à vous, après ça, d'aller réfléchir puis de vous assurer d'avoir la bonne phase. OK? Donc, si je résume, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les conditions qu'on avait pour trouver la phase. Okay? Puis là, on a dit la phase doit être de 0.644 rad. Donc, il faut que θ soit égal. Les deux points qui ont euh, la position à 6 puis la vitesse à 40 quand oméga est égal à 5, c'est ici à 0.644 rad du départ, quand les deux quantités sont positives, ou, donc c'est ça ici, quand on part à 0.644 rad du départ, ou là, quand on est rendu à pi plus 0.644 rad du départ, là, à ce moment-là, le rapport entre les deux quantités est le même. Okay? Donc, il faut juste faire attention. Ça, je pense que c'est la partie franchement la plus mêlante du cours. Là, okay? Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, premièrement, c'est de vous familiariser avec ça. Okay? Donc, faites-vous des dessins, travaillez avec ce petit dessin-là, là, puis
sachez vous orienter là-dedans. OK? Ça va vous aider beaucoup, ça va sauver beaucoup de troubles. Donc, quelle est la phase initiale? Nous, tout ça, on faisait ça pour finalement identifier le oméga. Ben, nous, on sait que, pardon, le phi, donc on sait que oméga, voyons, pardon, on sait que θ c'est égal à oméga fois t plus phi. 3.79 est égal à oméga fois t plus phi. Donc, il faut que phi soit égal à 3.79 rad. OK? Donc, je viens de trouver la phase constante de phase. On se souvient, hein, la constante de phase, c'est la phase initiale, c'est relié aux conditions initiales dans le problème. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand t est égal à 0, x est égal à ça et v est égal à ça. Donc, on vous donne littéralement les conditions initiales, c'est pour trouver phi. Une fois qu'on a trouvé ça, ben là, c'est facile d'aller de terminer le problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir trouver A maintenant. Pourquoi? On sait que x est égal à A fois sinus de θ. Le x qu'on avait, c'était moins 6 cm, est égal à A fois sin de θ. Θ est égal à quoi? 3.79. Donc, on peut tout de suite trouver l'amplitude. Donc, A va être égal à 10 cm. OK. Vous remarquez aussi, si vous le calculez, ça donne une quantité positive. Okay? C'est normal. Le signe de 3,79 est négatif. Négatif divisé par négatif donne positif. Si je vous donne un indice ici, là, si par exemple là, vous êtes pressé, puis vous oubliez, voyons, excusez, vous oubliez d'ajouter le pi ici, là, OK? Puis que vous partez juste avec θ est égal à 0.644, OK? Ben, calculer le cos de 0.644, ça va vous donner le signe de 0.644, ça va vous donner une quantité positive. Négatif est égal à A fois positif. Vous allez trouver une amplitude négative. Si vous trouvez une amplitude négative, je vous le dis, c'est un signe que vous vous êtes trompé ailleurs dans vos calculs. L'amplitude est toujours une quantité qui est positive. Okay? Ne peut jamais être négative. Okay? Donc, ceci dit, on va maintenant pour écrire l'équation complète. L'équation complète est de la forme A fois sin de oméga t plus phi. Donc, on a position en fonction du temps qui est égal à A fois sinus de oméga fois t plus phi. Donc, on a trouvé l'équation complète qui nous donne la position en fonction du temps pour notre oscillateur ici. OK? Pour l'allure du graphique, donnez-moi une seconde. Pour l'allure du graphique, ben on l'a indiqué ici. OK? Donc, nous, on dit, c'est un oscillateur qui a une certaine période qu'on peut bien calculer, puis on vous dit, à t égale à 0, la position est négative et la vitesse est négative. Donc, ce qu'on remarque, c'est que à 0, à t égale à 0, ici, mon objet est dans les x négatifs, puis en plus, sa vitesse est négative, donc il se déplace vers les x négatifs à ce moment-là. Puis après ça, il va arriver en bas à 10 cm d'amplitude, puis il va repartir, continuer son cycle d'oscillation comme ça. OK? Donc ça va mettre fin aux questions 1 à 5. Donc on va dans le prochain dans le prochain programme, dans le prochain petit film que je vais faire avec vous, je vais commencer à la question 6. OK? Gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Moi je vous suggère, où vous voulez, là, dans le sens, c'est sûr que ce serait mieux de tout concentrer à la même place, là, mais vous pouvez le mettre dans les commentaires du vidéo. Ou dans Moodle, il va toujours avoir des forums pour chaque section du cours. Vous pouvez aller dans Moodle aussi, puis poser vos questions là-bas. Okay? Donc, n'hésitez pas à poser des questions. L'avantage que vous avez versus moi en classe, c'est que vous pouvez me reculer puis me réécouter. C'est sûr que les consignes ne seront pas différentes parce que c'est toujours la même chose, mais au moins, ça vous permet d'aller vérifier si vous avez des questions, là, encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Allez sur le forum Moodle, allez dans les commentaires. Si vous êtes à l'aise pour répondre aux questions, gênez-vous pas pour répondre aux commentaires, répondre aux questions. Moi, je vais passer de temps en temps voir comment ça se passe. Puis, on se revoit là, pour la prochaine vidéo qui va commencer avec la question suivante. OK?
Donc, sur ce, bonne étude.